Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la diversité en entreprise face au Trumpisme. Ce sera dans quelques instants avec Marine Swatton, avocate au sein de Taylor Wessing. On parlera ensuite des tendances en matière d'intelligence artificielle juridique avec Jonathan Williams, directeur France de l'Egora. Et enfin, on parlera de la dérogation au titre des espèces protégées avec Anthony et Maureen, console chez Boivin et Associés. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Quelle diversité en entreprise face aux Trumpistes? On en parle tout de suite avec mon invité Marine Swatton, avocate chez Taylor Wessing. Marine Swatton, bonjour. Bonjour Arnaud. La diversité en entreprise est aujourd'hui fragilisée par la politique menée par l'administration Trump, qui remet en cause les politiques de diversité, d'inclusion et d'éthique dans les entreprises. Avant de s'interroger sur cette question et de voir tous les enjeux, qu'est-ce que la discrimination positive et comment cette notion est-elle appréciée dans l'ordre juridique interne français ? Alors, la discrimination positive, c'est la mise en place de politiques visant à favoriser une ou plusieurs catégories socio-professionnelles afin de réduire les inégalités préexistantes et durables qui affectent ces groupes d'intérêt. La question qui est intéressante, c'est comment est-ce que cette notion est appréhendée par chaque juridiction. En fait, chaque État membre, chaque État tout simplement, met en œuvre sa politique selon son histoire. C'est forcé et donc chaque pays a une histoire différente. Si on prend par exemple les États-Unis, la notion de discrimination positive est arrivée dans les années 60-70. On est en pleine ségrégation, lutte contre la ségrégation raciale. On cherche à réduire les inégalités entre certaines personnes, en se basant sur l'origine ethnique notamment. En France, on est dans un contexte qui est quand même différent. On a certes une précarité qui est assez importante et on a certaines personnes qui sont évincées du milieu du travail, notamment les femmes. Donc on a une logique qui est complètement différente. Donc comment est-ce qu'on intègre ces normes ? En France, par exemple, le principe, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, difficile d'appréhender la discrimination positive dans une telle devise. De la même manière, la Constitution, article numéro 1, qui prévoit un principe d'égalité devant la loi et qui ne doit faire aucune distinction en fonction de l'origine, la race, la religion notamment. Donc, il est interdit de pouvoir mettre en place des normes qui viseraient à favoriser certaines catégories de personnes en fonction de leur origine ou encore de leur religion. Mais en tout cas, la France, elle s'inscrit quand même dans une logique de favoriser l'égalité des chances et de lutter contre les discriminations. Donc, comment est-ce qu'elle s'y prend ? Premièrement, elle va interdire dans le Code du travail et le Code pénal près de 30 notions de discrimination qui sont donc interdites. On ne peut pas prendre une mesure qui serait liée soit au sexe, à l'état de santé, à l'origine, à la religion, à l'orientation sexuelle de ces personnes. C'est proscrit par le Code du travail et par le Code pénal. Deuxièmement, elle favorise les égalités. Notamment, on les connaît entre les hommes et les femmes, en mettant en place des politiques de rémunération équitables, en visant à ce que les femmes puissent aujourd'hui être membres des conseils d'administration, en faisant publier des index égalité hommes-femmes par les sociétés de plus de 50 salariés. Et enfin, elle essaye d'éviter les quotas, notamment, à part pour les travailleurs handicapés ou les conseils d'administration, on évite les quotas, on favorise l'emploi des seniors pour les maintenir dans l'emploi, ou enfin l'emploi des juniors. C'est complètement différent des États-Unis, puisque les États-Unis, eux, basent leur politique sur des principes innés qui sont propres à la personne. En France, on est sur une catégorie socio-professionnelle, sur des indicateurs en tout cas qui sont voués à évoluer dans le temps. On voit qu'il y a vraiment deux logiques différentes. Exactement, qui ne sont pas figées. Et c'est là que c'est important puisque la remise en cause de ces principes vont avoir un impact différent que l'on soit aux États-Unis ou en France. Alors justement, on va prendre un fait d'actualité pour bien comprendre justement ces deux logiques différentes. En mars dernier, une lettre de l'ambassade américaine qui a été adressée
adressé à certaines entreprises françaises, les a enjoints de respecter les règles de l'administration Trump en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Concrètement, que dit précisément cette lettre et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, elle s'adresse à certaines entreprises françaises qui agissent sur le sol américain, mais également aux entreprises américaines qui ont des filiales sur le territoire français. On a aussi certains cabinets d'avocats qui sont appelés à répondre à des appels d'offres américains qui peuvent être également visés. On a eu une multitude de personnes qui ont été visées et qui sont informées à travers cette lettre de l'entrée en vigueur d'un décret des États-Unis, c'est le décret 14173, qui vise à non seulement mettre fin aux politiques de discrimination positive, mais surtout rétablir les opportunités professionnelles basées sur le mérite. Et selon le gouvernement américain, cette norme, cette nouvelle décision doit trouver application dans les entreprises américaines et les entreprises en France, ici, sur le sol français ou, de manière plus générale, sur le territoire américain. Alors pour bien comprendre, on va s'intéresser aux éventuelles conséquences pour les entreprises françaises. Cette demande de mise en conformité de la loi fédérale américaine, est-ce qu'elle peut être imposée aux entreprises qui agissent sur le sol français ? Alors, sur cette question, je ne pense pas prendre trop de risques en vous répondant que non. D'un point de vue juridique, en tout cas, cela est impossible. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque État est souverain et garant de son propre système juridique. Donc, aucun autre système juridique étranger, quel qu'il soit, et sous quelque forme que ce soit, décret, loi, règlement, qui serait issu de l'étranger, ne peut être imposé en France. Cela reviendrait à pousser le gouvernement à renoncer aux valeurs qui sont internes et également à ses outils juridiques. On sait notamment comment la Cour de justice de l'Union européenne, la CEDH également, ont du mal à imposer les décisions alors même que pourtant elles sont applicables à tous les pays de l'Union européenne. Alors imposer une norme qui viendrait d'un système juridique étranger, ce serait renoncer à sa propre souveraineté. Donc non, a priori, d'un point de vue juridique, on ne peut pas imposer à la France une telle norme. En revanche, il n'est pas impossible qu'il y ait quand même certaines conséquences, notamment des restrictions commerciales, puisque, on le sait, le président américain a menacé les sociétés de rompre les contrats et les relations commerciales avec les sociétés américaines, de renoncer à certains financements. Et également, on peut noter quelques tensions qui seraient d'ordre diplomatique. On l'a vu récemment avec les droits de douane qui ont été largement augmentés récemment et qui ont fait polémique. Après, on n'a pas non plus de quoi s'alarmer. D'une part, parce que, comme le disait Bercy, ces décisions ne reflètent pas les valeurs de la France. Et en plus de ça, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas véritablement de politique de discrimination positive en France. On a simplement un cadre légal, des normes qui sont posées et en deçà desquelles les entreprises ne peuvent pas aller, peu importe la politique qu'elles peuvent décider de mener. Il n'y a en tout état de cause pas d'outil juridique aux États-Unis qui permet d'extraterritorialiser sa loi. Et en tout état de cause, ils se sont également prononcés, le gouvernement américain, en disant que de toute façon, il n'y ait pas de contrôle de la conformité de ces normes en France. Pour finir, on va s'intéresser à l'attitude des entreprises françaises, l'attitude qu'elles doivent adopter dans le contexte que vous venez de décrire. Comment ces dernières peuvent-elles s'adapter aux remises en cause des politiques diversité, équité, inclusion, qui contiennent notamment des mesures de discrimination positive ? Alors, on ne va pas se le cacher, les sociétés européennes sont très influencées par les sociétés américaines. Donc, tellement leur présence est importante sur le territoire français et européen. Donc, dès qu'on bouge une oreille aux États-Unis, on s'interroge, c'est logique, de quelles seront les conséquences en France. Depuis février, déjà, on avait une remise en cause des politiques de diversité, équité et inclusion de la part du gouvernement et il y a eu une réponse assez importante de la plupart des groupes américains. Je pense notamment à Meta, Amazon, Google, McDonald's, ont en effet mis un stop à leur politique d'inclusion. Celles qui auront le plus de difficultés ici, ce sera les filiales françaises qui appartiennent à un groupe américain et qui vont être un petit peu coincées, on va dire, entre d'une part les directives du groupe qui seront celles de mettre un terme à ces politiques qui peuvent être mises en place et à côté de ça, le respect des normes
en France, car il existe plusieurs garde-fous, on va dire en France, la loi, comme je le disais tout à l'heure, avec le Code du travail, le Code pénal et le principe d'interdiction des discriminations, mais encore toutes les sociétés qui ont des IRP, un comité social et économique. On doit passer par la négociation. On ne remet pas unilatéralement en cause des accords sans avoir négocié préalablement. On doit maintenir un bon climat social et pour cela, il faut tout de même rester attractif, il faut pouvoir rester productif, puisqu'on sait que cela peut permettre d'attirer des talents, d'avoir de telles normes. Donc, vigilance à toutes ces entreprises. Ce sera le mot de conclusion. Merci Marine Swatton. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Taylor Wessing. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des tendances en matière d'intelligence artificielle juridique. Quelles sont les tendances de l'IA juridique en France? On en parle tout de suite avec mon invité, Jonathan Williams, directeur France de l'Egora. Jonathan Williams, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Nous allons explorer ensemble les principales tendances qui façonnent l'essor de l'intelligence artificielle dans le monde du droit. Pour commencer, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle dans le monde du droit? C'est tout simplement un enjeu de croissance. C'est un enjeu de croissance. On est au tout début de ce qui va être un ère d'intelligence artificielle dans le monde du droit, sur le marché du droit. Et ce marché va connaître une explosion, une croissance plus qu'exponentielle avec l'arrivée de cette nouvelle technologie. Et l'impact de cette technologie pose plusieurs questions sur la formation des confrères, l'acquisition de nouvelles compétences, l'arrivée sur le marché de nouvelles offres qui n'étaient pas envisageables auparavant. Et c'est un enjeu principalement, je dirais, de croissance. Alors vous êtes un acteur important sur ce domaine et vous concluez un certain nombre de partenariats avec des cabinets d'avocats. Quelles sont les spécificités des partenariats que vous concluez avec les cabinets d'avocats ? Principalement, je dirais que notre spécificité majeure, c'est la nature même du partenariat. Ce n'est pas juste un partenariat technico-fonctionnel, comme on a pu le voir par le passé, avec des prestataires qui ont des personnes détachées au sein d'un cabinet, etc. L'impact de la technologie est tellement élevé qu'au sein du cabinet, en plus de la question technique, sécuritaire, informatique, gestion de la donnée, gouvernance de la donnée, se pose également la question de l'offre du cabinet, la stratégie, le pricing. Et nous accompagnons nos clients sur ces deux volets-là, chose qui est exclusivement, qui est possible uniquement parce que nous avons des avocats expérimentés, des confrères qui ont fait le changement, qui ont rejoint l'aventure et qui ont une expérience locale profonde et fondamentale dans leur passé professionnel. Alors, votre solution s'utilise notamment pour des data rooms dans le cadre de transactions M&A ou encore des enquêtes internes en matière de compliance. Comment concrètement les outils que vous développez améliorent le tri et l'analyse des data rooms dans le cadre de transactions M&A ou encore dans le cadre d'enquêtes internes en matière de compliance? Bien évidemment, nous sommes vraiment appréciés par les confrères qui ont une activité M&A avec une dominance M&A ou avec un aspect volumineux dans les documents qu'ils ont à traiter. Notre plateforme est entièrement customisable, donc chaque cabinet le met à sa sauce, à sa manière, comme on dit. Mais un exemple concret, un cabinet dont je tairai le nom de la place parisienne nous a sollicité la semaine dernière car un client est venu les voir en expliquant qu'ils avaient une transaction qui devait absolument être closée avant le week-end. D'accord. Le volume de documents nécessaires que le client souhaitait examiner dépassait de loin la taille de ce que l'équipe du cabinet aurait permis de gérer dans les temps impartis. Avec la plateforme, on a pu mettre sur pied une solution entièrement custom et on a eu un email très sympa de la part de la personne dans l'équipe qui a pu profiter de son week-end et non pas passer son week-end à mouliner des documents au cabinet. C'est plutôt appréciable. C'est plutôt appréciable. Oui. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement de votre solution, pouvez-vous nous expliquer comment concrètement ces outils facilitent la recherche d'éléments spécifiques dans les data rooms ou dans certaines écritures ? Bien sûr. Donc, tout d'abord, l'intelligence artificielle est multilingue. Il est entraîné sur un grand volume de documents dans toutes les langues du monde. Donc, peu importe la langue du document sous-jacent, on peut échanger avec le document en français, en anglais, dans sa langue maternelle. Donc l'accessibilité au droit, mais aux documents, au contenu du fonds documentaire que l'avocat doit gérer, est grandement facilitée.
On peut donc interroger un ensemble de 10 000, 100 000 documents avec des questions en langage naturel, avoir des réponses, extraire du contenu, classifier, trier, etc. Sur la plateforme web et sur la partie Word, la fonctionnalité Word que nous avons créée permet d'échanger naturellement avec son projet de document, de demander une rédaction de clause plutôt restreinte, une rédaction plus large, de rajouter dans le cadre d'une transaction M&A un mécanisme de lockbox, de tag-along, de drag-along, toutes ces choses-là faciliter. On est vraiment sur des inputs d'avocats et pas des outputs d'avocats. On facilite le travail des confrères. En aucun cas, on ne les remplace. C'est vraiment quelque chose qui va augmenter les performances, augmenter la productivité d'une personne qualifiée, formée et de manière générale intelligente. Alors on va s'intéresser maintenant à l'état des lieux de l'intelligence artificielle juridique en France. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? On est au début, tout simplement. On peut faire des tâches pas bas de gamme, pas basiques. C'est des tâches qui sont complexes, chronophages, intellectuellement parfois difficiles. Mais les performances et les capacités de l'outil s'améliorent à une vitesse, c'est du jamais vu. Auparavant, dans l'histoire de la profession presque multimillénaire, c'est le plus grand changement technologique qu'on a jamais vu. Les performances s'améliorent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et la performance de l'avocat continuera d'augmenter à cette vitesse également. Alors vous parlez de la performance de l'avocat. Concrètement, l'intelligence artificielle dans la pratique quotidienne de l'avocat, ça représente quoi? Comment il l'utilise? Comme on dit chez nous, la première dose est toujours gratuite. Et dès 3 utilisations, on constate que les personnes deviennent totalement accros et ils s'en servent pour tout. Ils rédigent un email, ils ne sont pas germanophones. Il y a un client germanophone qui a quelque chose à demander. On peut rédiger un email parfaitement, correctement rédigé en allemand. On peut interroger un ensemble de documents dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc, qu'il s'agisse de l'analyse de documents, de la rédaction d'emails, de l'analyse d'un fonds documentaire, un exercice de due deal, l'amélioration de conclusions, l'analyse des conclusions de la partie adverse, enfin, toutes ces choses sont déjà possibles, ça c'est aujourd'hui, et demain bien plus encore. Donc on est vraiment au tout début de ce qui est possible, et ce qui est déjà possible est déjà énorme. Est-ce qu'il y a quand même des freins par rapport Vous avez présenté les avantages, mais il y a des inconvénients, des freins, des obstacles? Je ne vois pas de freins et je ne vois pas d'obstacles. À l'arrivée de cette technologie, les confrères, de manière dans leur ensemble, se sont posé la question déontologiquement, est-ce qu'on peut faire? Technologiquement, est-ce qu'on peut faire? Donc la question de la gouvernance de la donnée, la propriété intellectuelle, les obligations déontologiques, toutes ces questions ont été regardées, vues, revues à de nombreuses reprises. Et il y a une grande curiosité intellectuelle que je constate dans les barreaux français. Il y a une grande curiosité intellectuelle et je ne vois pas de frein à part la bande passante pour acquérir un outil, se former, acquérir des compétences et naturellement l'investissement financier que cela implique pour chaque cabinet. Alors vous avez dit tout à l'heure, on n'est qu'au début du développement de l'intelligence artificielle juridique. Qu'est-ce qu'on peut espérer demain pour les avocats? De la croissance. De la croissance, tout simplement. Lors de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, on a constaté qu'avec chaque nouvelle génération de chaudières pour le charbon, on s'attendait à une diminution de la consommation. Et la consommation a augmenté dans son ensemble. Ça s'appelle le paradoxe de Jevons. Et je pense qu'on va avoir la même chose avec les confrères. On va avoir des confrères qui sont plus productifs et le marché du droit va s'élargir, va s'étendre et va grossir rapidement. Il va y avoir une croissance dans la taille du marché de manière significative. On va conclure là-dessus. Merci Jonathan Williams. Je rappelle que vous êtes directeur France de l'Egora. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la dérogation au titre des espèces protégées. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la dérogation au titre des espèces protégées avec mon invité Anthony Morin, consul chez Boivin et Associés. Anthony, bonjour. Bonjour. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va s'intéresser à la définition de la dérogation au titre des espèces
protégées. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement la dérogation au titre des espèces protégées et pourquoi ce dispositif est devenu un enjeu majeur dans le cadre de la gestion de projet? Il existe un principe simple et clair en droit français, c'est l'interdiction de porter atteinte aux espèces animales, végétales, sauvages les plus sensibles. Cette interdiction, elle est prévue en droit international, c'est la Convention de Berne. En droit de l'Union européenne, c'est notamment la directive Habitat de 1992, elle est prévue au titre du Code de l'environnement également. Le principe est clair, dès lors que des espèces sont listées dans des arrêtés ministériels qui sont applicables sur le territoire national ou à l'échelle régionale, elles font l'objet d'une protection stricte, et on ne peut porter atteinte, pour les besoins d'un projet par exemple, à ces espèces, qu'au bénéfice d'une dérogation à espèces protégées, cette dérogation étant le nom d'une autorisation spécifique, une autorisation administrative qui est délivrée par le préfet, dont les conditions sont elles-mêmes strictes, puisqu'on parle d'un mécanisme dérogatoire, et c'est parce que ces conditions sont strictes que le titre est sensible et fait l'objet de l'actualité en ce moment. Alors justement, on va s'intéresser à cette autorisation et aux conditions de soumission à dérogation au titre des espèces protégées. Quelles sont ces conditions de soumission à dérogation au titre des espèces protégées? Alors effectivement, il y a une distinction fondamentale à faire entre les conditions de soumission à dérogation à espèces protégées, à partir de quel moment, moi, porteur de projet, je dois aller obtenir une dérogation à espèces protégées pour mener à bien mon projet, et les conditions de délivrance de cette dérogation à espèces protégées. Au titre des conditions de soumission à dérogation à espèces protégées, le Conseil d'État est venu clarifier le cadre applicable dans un avis qui était très attendu, qui est un avis de décembre 2022, du 9 décembre 2022, qui s'appelle un avis Sud-Artois, dans lequel le Conseil d'État nous dit deux choses. La première chose, et c'est la règle qui s'applique, on doit aller obtenir une dérogation à espèces protégées lorsque notre projet engendre un risque sur les espèces qui est suffisamment caractérisé. La clé de soumission à la dérogation à espèces protégées, c'est la notion de risque suffisamment caractérisé. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion? Justement, cette notion est relativement vague. Du coup, la pratique depuis le 9 décembre 2022 conduit les juristes, les naturalistes, les maîtres d'ouvrage, les associations, les juges à essayer de construire cette notion de risque suffisamment caractérisé. La clé de distinction, elle est simple. Dès lors que vous avez un écologue, un naturaliste, un expert de la biodiversité qui vous dit que votre projet a des incidences résiduelles après évitement et réduction suffisamment, qui sont négligeables ou faibles, le risque est insuffisamment caractérisé et vous pouvez mettre en œuvre votre projet sans avoir à solliciter la dérogation à espèces protégées. En revanche, si votre écologue vous dit qu'après des efforts d'évitement et de réduction des impacts de votre projet sur la biodiversité, vous avez encore un risque suffisamment caractérisé sur les espèces, qui nécessite notamment de mettre en œuvre des mesures de compensation, à partir de ce moment-là, vous êtes soumis à dérogation à espèces protégées. D'accord. Donc on vient de voir les conditions de soumission à la dérogation au titre des espèces protégées. Maintenant, on va s'intéresser aux conditions de délivrance. Quelles sont ces conditions de délivrance au titre de cette dérogation? Il y a 3 conditions de délivrance qui résultent directement du droit international et qui ont été transposées dans le Code de l'environnement. La première, celle qui fait l'objet d'une actualité brûlante, c'est la raison impérative d'intérêt public majeur. C'est la première condition de délivrance de la dérogation espèces protégées. La deuxième condition, c'est la condition tirée de l'absence d'alternatives satisfaisantes au projet. Et la troisième condition, c'est une condition plus technique, c'est le maintien dans un état de conservation favorable des espèces qui sont concernées après octroi de la dérogation. C'est des conditions cumulatives? C'est des conditions cumulatives. S'il en manque une, la dérogation ne peut être délivrée légalement. Donc il faut absolument que les porteurs de projet, dans leur dossier de demande de dérogation, démontrent l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur attachée à leur projet, de l'absence d'alternatives satisfaisantes et d'un maintien, en toute hypothèse, en bon état de conservation de l'espèce concernée. S'il manque l'une de ces 3 conditions, le projet ne peut pas se faire. On va s'intéresser maintenant aux risques. Quels sont les risques à ne pas solliciter, obtenir ou purger une dérogation au titre des espèces protégées? Il y a 2 séries de risques. Une première série de risques qui est une série de risques administratifs. Soit vous n'allez pas chercher la dérogation espèces protégées qui est nécessaire à votre projet, soit vous en obtenez une, mais elle fait l'objet d'une annulation contentieuse. C'est le fameux dossier de la A69 que tout le monde connaît maintenant, puisque c'est un dossier qui a fait l'objet d'un positionnement du juge administratif très récent, dans le sens d'une annulation justement de la dérogation espèces protégées au motif que le projet d'autoroute ne revêtait pas de raison impérative d'intérêt public majeur. Eh bien le risque, c'est de ne pas pouvoir mener à bien le chantier. Et d'ailleurs, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse, le maître d'ouvrage de l'autoroute
l'État 69, a mis en suspens le chantier. Donc le risque administratif, il est très clair, c'est de ne pas pouvoir mettre en œuvre son projet, et s'il a déjà commencé, de devoir l'arrêter en milieu de chantier. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets, jurisprudentiels, qui pourraient illustrer les conséquences graves d'une dérogation qui serait mal encadrée, tant sur le plan administratif que pénal ? Alors effectivement, je pense qu'en marge des risques administratifs que je viens d'évoquer, il y a le risque pénal. Et là encore, l'actualité est riche en matière de dérogation espèces protégées, puisque le tribunal correctionnel de Montpellier, au début du mois d'avril, a rendu un jugement qui était très attendu, à l'encontre notamment de la société EDF Renouvelable, mais d'autres sociétés également, pour ce qui concernait l'exploitation d'un parc éolien dans le sud de la France sans le bénéfice d'une dérogation espèces protégées, avec une mortalité qui a été constatée sur plusieurs années sur des espèces protégées d'oiseaux. Il s'agissait de rapaces, et le tribunal correctionnel de Montpellier est venu sanctionner les maîtres d'ouvrage et les exploitants du parc éolien à des amendes pénales de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça c'est pour les personnes morales. La personne physique, prise dans la personne du président, du dirigeant de la société EDF Renouvelable, a également fait l'objet d'une condamnation pénale en première instance. Donc les conséquences peuvent être importantes. Les conséquences sont majeures, et les conséquences... sont majeures, et 2, on note en jurisprudence un phénomène de sévérisation et d'attention accrue portée à la fois par les requérants et les juges sur cette dérogation espèces protégées, à la fois dans le montage des projets, mais aussi dans le contrôle de l'exécution des projets et dans les risques qui en découlent. Ce sont des risques administratifs. Il y a des risques aussi sur le plan pénal. Donc on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui, qu'on soit un porteur de projet, un opposant, une administration, d'avoir une expertise juridique forte sur ce sujet de la dérogation espèces protégées. Comment vous expliquez cette sévérité accrue ? Alors cette sévérité accrue, elle ne s'explique pas par des nouveaux textes, puisque les textes sont anciens, comme je vous le disais tout à l'heure. On a des racines dans la Convention de Berne, donc 1979, la directive Habitat 1992. Je pense que le contexte d'effondrement massif de la biodiversité qu'on connaît occupe les juges et occupe les maîtres d'ouvrage, occupe les administrations également. Et le cadre juridique tel qu'il évolue en jurisprudence, notamment avec la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction dont je parlais tout à l'heure au titre des conditions de soumission à dérogation espèces protégées, elles incitent les maîtres d'ouvrage, pour sécuriser leurs projets, à en améliorer la qualité environnementale. On évite au maximum les incidences des projets sur l'environnement, on en réduit autant qu'on peut, et si on ne peut pas, on compense, puisque c'est la manière dont est construit le droit de l'environnement. Et donc je pense que c'est une évolution de société qui se reflète directement dans notre droit. Alors peut-être pour finir, quelques bonnes pratiques en la matière pour assurer au mieux une gestion de projet tout en respectant les conditions que vous venez d'évoquer tout au long de cette émission. La bonne pratique, c'est de ne pas ignorer le sujet de la biodiversité en général et des espèces protégées en particulier. C'est de travailler au montage des projets avec des naturalistes, avec des experts écologues qui vont permettre de caractériser, de faire des inventaires pour avoir une idée de ce qui se passe en termes de biodiversité sur l'emprise d'un projet. Et ensuite, cette bonne pratique-là permettra de caractériser et de calibrer l'approche. Est-ce que j'ai besoin d'une dérogation espèces protégées ou pas ? Et la dernière bonne pratique, c'est la phase exploitation, puisque le Conseil d'État vient également de juger que c'est à tout moment qu'il faut se soucier des espèces protégées, non pas seulement avant l'obtention de l'autorisation, mais également pendant l'exploitation d'une carrière, d'un parc éolien, que sais-je. Donc il faut ne pas se désintéresser du sujet biodiversité avant l'autorisation comme après. On va conclure là-dessus. Merci Anthony et Maureen. Je rappelle que vous êtes consul au sein du cabinet Boivin et Associés. Merci à vous. C'est le moment de conclure cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.